manchette, la CAQ s'insurge de la lenteur de la réfection du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi. Et José Néron explique le congédiement de l'ex-directeur exécutif Louis Coulombe. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à ce web journal du mardi 12 décembre 2017. Un incendie a complètement détruit une résidence qui abritait une garderie en milieu familial ce matin sur la rue Vimy à Chicoutimi-Nord. Les premières flammes se sont déclarées vers 10 heures ce matin. Une quinzaine de pompiers étaient sur les lieux pour combattre le brasier. Heureusement, personne ne se trouvait à l'intérieur lorsque le feu a pris naissance. Le porte-parole de la coalition Avenir Québec en matière de santé, François Paradis, s'insurge que le projet de réfection du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi soit toujours au stade de la reconnaissance des besoins. En 2016, le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, avait promis que sa réfection était une priorité dans le cadre du plan d'infrastructure du ministère 2017-2027. Or, il n'est pas encore inscrit à ce plan qui sera présenté en mars prochain. Un reportage de Juliette Lefebvre. C'est un échec. C'est un échec encore une fois. On fait attendre une population sur des besoins bien exprimés. Et en ce sens-là, je pense que les gens ont droit à ce qu'on bouge davantage. Le porte-parole de la CAQ en matière de santé, François Paradis, a pointé du doigt les délais qui étaient à prévoir dans ce dossier. Il a reproché au ministre de la Santé, Gaétan Barrette, de faire attendre la population. On est déjà un retard qu'on n'aurait pas dû avoir. Ça veut dire dans les faits qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Il n'y a pas de début de travaux pensables avant au moins 5-6 ans. Le délai avancé par M. Paradis est attribuable aux multiples étapes qui devront être franchies avant la première pelletée de terre. Le projet en est actuellement au stade de la reconnaissance des besoins, ce qui signifie que l'approbation du plan clinique, les appels d'offres professionnels, l'élaboration des plans et la mise en place des devis préliminaires devront être complétés avant le début des travaux. M. Paradis dénonce donc l'inaction de Gaétan Barrette. Selon lui, il n'a pas respecté sa promesse de faire de la réfection du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi une priorité. Mais plus on retarde l'inscription, moins il y a de quoi qui se fait. Puis pendant ce temps-là, il y a des gens, il y a des professionnels, puis il y a des contribuables, puis il y a des citoyens qui attendent de faire en sorte que ce qui a été promis soit livré. Il faudra attendre le prochain plan québécois d'infrastructure en mars prochain pour savoir si le plan de réfection du bloc opératoire de l'hôpital de Chicoutimi se mettra en branle. Juliette Lefebvre, ATM Nouvelles, Saguenay. Le Québécois Richard Wagner sera le prochain juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l'annonce ce matin. Richard Wagner succédera à la juge Beverly McLaughlin le 15 décembre prochain. Elle était en poste depuis 17 ans à la tête du plus haut tribunal du pays. En nommant un Québécois, Justin Trudeau respecte la tradition de nomination des juges en chef en alternance avec les juges ayant une formation du droit civil au Québec et de common law dans le reste du Canada. Beaucoup de neige est attendue dans les prochaines heures sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les déplacements sur le territoire devraient être compliqués. Le directeur des communications à la ville de Saguenay, Jeannot Allard, affirme que les effectifs sont prêts. Il rappelle qu'une tempête de neige coûte entre 300 000 et 1 million de dollars. Les effectifs sont là. On a déjà appelé tout le monde. Les gens sont prêts. La machinerie est prête. On l'a fait inspecter. Tout est vérifié dans les 3 arrondissements. Donc, dès qu'il y aura les premières bordées de neige relativement importantes, on fait les téléphones et on sera sur le terrain. Le poste de directeur exécutif d'une ville existait seulement à Saguenay. C'est ce qu'affirme la mairesse José Néron pour expliquer l'abolition du poste qu'elle questionne l'utilité. L'ex-directeur exécutif Louis Coulombe quitte ses fonctions avec une indemnité de départ de 560 000 $. Pour sa part, Maître Coulombe affirme être assommé par l'abolition du poste. Camille Lacroix, comment la décision a-t-elle été prise? Le poste a été aboli jeudi dernier lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal par un vote à l'unanimité des élus de Saguenay. La mairesse explique qu'elle s'est penchée sur le contrat de travail de Louis Coulombe. Elle en a conclu que le contrat n'avait pas sa place au sein de l'administration. On peut l'entendre à ce sujet. Ce poste-là n'existe aucunement ailleurs au Québec. Alors, sous l'administration de M. Jean Tremblay, peut-être que ce poste-là, lui, était nécessaire. Mais sous mon administration et celle du conseil municipal actuel, pour nous, il n'était plus nécessaire.
Et que représenterait le contrat de M. Coulombe? Comme a précisé Mme Néron, le poste a été créé sous l'administration de Jean Tremblay, dont le contrat était soi-disant déterminé. Il finissait dans 10 ans. Louis Coulombe quitte avec 36 mois de salaire, soit 520 000 $ et presque 39 000 $ pour ses soldes de vacances. Son salaire annuel était de 149 000 $. Mme Néron qualifie cette rémunération de généreuse. On peut l'entendre. La population a pu se faire une idée de la façon dont les détails du contrat. C'était quand même assez généreux. La rémunération du poste était supérieure à celle de toute personne de la ville. Et quelle a été la réaction de Maître Coulombe? Il a affirmé dans les médias ce matin être assommé d'apprendre que son rôle n'était pas nécessaire aux yeux des élus de Saguenay. Il a même comparé cette abolition du poste par un coup de poignard dans le dos. Et y a-t-il un autre changement au niveau des postes établis par Jean Tremblay qui a été réalisé? Oui, c'est le poste de directrice de l'arrondissement de Jonquière de Mme Godin, de Mme Danielle Godin. Dorénavant, elle est conseillère au département communautaire. Merci beaucoup, Camille. Ça m'a fait plaisir. Pour la première fois dans la région, des enfants du primaire vont bénéficier d'ateliers de philosophie dès septembre 2018. Le collège d'Alma sera l'hôte de la formation Atelier philo et pratique de l'attention avec les enfants, offerte par la Fondation Sève, déjà établie dans plusieurs écoles du Québec. Ce cours a pour but de favoriser le développement d'aptitudes du savoir-être et au vivre ensemble chez les jeunes. Pour parler de cette annonce, mon collègue François Gionnet s'est entretenu avec la professeure en philosophie au Cégep de Jonquière, Manon Lortie. Manon Lortie, bonjour. Bonjour. D'entrée de jeu, Mme Lortie, est-ce que c'est bien d'initier les jeunes à la philosophie en bas âge, tel que proposé par le Collège d'Alma dès 2018? C'est toujours bien d'initier les jeunes en bas âge à la philosophie. La philosophie, je pense d'ailleurs que c'est quelque chose, c'est un art que les enfants maîtrisent très, très bien, l'art du pourquoi, de poser des questions, de remettre les choses en question, d'être très, très curieux. C'est les bases de la philosophie. Nous, on oublie quand on est vieux, mais les petits, ils l'ont. Alors, ça leur permet, quand on dit les initier, ça leur permet justement de ne pas faire mourir cette capacité-là à remettre les choses en question, à être curieux, à douter, à vouloir savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les choses. Alors, c'est très, très, très bien. Mais en contrepartie, est-ce qu'il y a certains concepts, certaines notions qui peuvent être difficiles à assimiler pour un enfant qui est assez jeune? Bien non, parce qu'il ne faut pas voir la formation en philosophie pour enfants comme on l'enseigne au Cégep, par exemple, ou à l'université. Ce n'est pas un transfert de contenu, c'est beaucoup plus une démarche qu'on appelle une communauté de recherche. Ce que les enfants font, ils vont lire des petits chapitres de volumes dans lesquels il y a des concepts philosophiques, mais ce n'est pas explicite pour l'enfant. L'enfant ne le voit pas, lui. Et puis, on va amener les enfants à soumettre des questions. Quelles sont les questions qui leur viennent après la lecture du chapitre? De manière très, très démocratique, ils retiennent une question, puis ils échangent des points de vue par rapport à ça. Ils voient les limites du point de vue de l'autre, ils remettent en question et tout ça. Et donc, à un moment donné, ils peuvent être initiés à la logique aristotélicienne sans jamais l'avoir vue, sans jamais avoir été conscients qu'ils avaient vu la logique d'Aristote. Puis selon vous, Mme Lortie, de quelle façon on approche correctement les jeunes du primaire pour les intéresser à la philosophie? De quelle manière on procède? Bien, à ma connaissance, il y a 3 approches différentes. L'approche la plus ancienne, c'est celle de Matthew Lipman, qui passe, comme je vous ai dit, à partir de la lecture de petits chapitres, de volumes qui ont été écrits pour des étudiants du primaire. Alors, ça va par première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, là, des petits romans. Et puis, le professeur, elle est formée, elle a le guide, là, comment les choses peuvent aller. Il y a l'approche de M. Toddy, un Français, qui est un petit peu différente, qui ne passe pas par la lecture de chapitres, mais plutôt par la discussion libre avec un président de discussion et tout ça, où c'est les enfants, à partir de leur vécu, qui vont soumettre des questions, des problématiques et tout ça. Et puis, il y a une approche, celle de Frédéric Lenoir, qui est aussi un philosophe français, qui, elle, passe davantage vers la méditation, plus les savoir-être au niveau philosophique que des savoir-savoir. Puis dans le genre de formation qui va être donnée là, par la Fondation CV, qui est offerte en fait par la Fondation CV et qui va être offerte au Collège d'Alma, quelles sont les méthodes pédagogiques qui sont employées
pour intéresser les jeunes? J'ai pas la connaissance très fine de ce qui va se passer au Collège d'Alma. Je ne sais pas quelle approche ils vont utiliser. Je sais qu'au Québec, on a un grand savoir-faire par rapport à la méthode Lippmann. On a Michel Sasseville à l'Université Laval qui enseigne depuis des années cette méthode-là. On a beaucoup de gens qui ont été formés au doctorat en philosophie pour enfants selon cette méthode-là. Mais de plus en plus, l'approche de Lenoir est appliquée à Montréal et c'est peut-être celle-là qui sera à Alma. Là, ça, j'en ai aucune idée. Je vois que vous avez un livre ici de Mathieu Lippmann. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ben oui, ça, c'était Pixie. C'est un petit roman dans lequel il y a la petite Pixie. Ça, si ma mémoire est bonne, c'était pour 3e, 4e année. Et puis, Pixie rencontre certains petits problèmes. Elle a des échanges avec ses amis. Et à travers, ça, c'était un apprentissage qui était particulièrement dédié au niveau de la conceptualisation. Puis ça, on apprend ça au cégep, comment conceptualiser. Alors, là-dedans, on a des questions par rapport aux mots, au sens des mots. Mais ça, il n'y a rien qui paraît là-dedans. Puis, alors, c'est pour ça que je l'ai apporté. Ça, c'est très vieux. Là. Cette édition-là date de 1990. Et puis, c'était pas la plus récente. Et ça, c'est le mode de fonctionnement. Fait qu'on le voit, c'est pas rien de contraignant. Là. Puis, ils en ont pour 2 ans à traverser ça. S'adapter au public. Exactement. Mme Lortie, souvent, là, les jeunes qui finissent le secondaire et qui arrivent au collégial en philosophie éprouvent quand même certaines difficultés, sont souvent mal outillés. C'est pas non plus... La philosophie, c'est assez complexe, donc c'est très difficile pour des jeunes de suivre des fois les cours de philosophie. Est-ce que vous pensez qu'une formation qui va être, comme il va être offert au Collège d'Alma, ça va permettre peut-être de combler cette lacune-là qu'on observe au collégial? Moi, je pense que ça va en combler une grande partie. Certainement les compétences dialogiques, c'est-à-dire la capacité de discuter, de remettre en question, de comprendre que dire « je suis pas d'accord avec toi », c'est pas manquer de respect à l'autre, puis qu'il y a une différence entre s'obstiner et argumenter. Alors, si déjà ça, c'est de l'acquis, c'est super. Là, l'autre partie sur laquelle... qui fait que les étudiants ont beaucoup de difficultés, c'est un manque de connaissances générales. C'est des acquis de la culture parce qu'avec la réforme, je pense qu'on a enseigné moins de contenu. Ça, je ne crois pas que la philo pour enfants va pallier à ça. Il va falloir revoir, peut-être réformer le système d'éducation encore, mais juste pour donner au moins une perspective historique et certains contenus de base là, qui sont essentiels. Rapidement, Mme Lortie, je sais que vous ne pouvez pas parler au nom du cégep, mais est-ce que ce genre de formation-là, ça vous intéresserait, vous, comme enseignante, de donner des cours à des jeunes ici à Jonquière, à des élèves du primaire? Est-ce que ça m'intéresserait? Il faudrait que je m'inscrive dans le cadre d'une maîtrise, par exemple, pas que je le fasse dans le cadre d'un apprentissage, parce que pour l'instant, je n'ai pas la formation pour cela. Mais j'ai des collègues qui le font et qui le font avec beaucoup de bonheur dans différentes places, dans différentes régions du Québec. Là. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe avec ça. Merci beaucoup, Mme Lortie. C'est un grand plaisir. Je m'entraînais donc avec la professeure en philosophie, Manon Lortie, au cégep de Jonquière. Merci et au revoir. Josée Néron déposera son premier budget en tant que mairesse de Saguenay mercredi prochain. Une séance spéciale sera organisée pour l'occasion à l'hôtel de ville de Chicoutimi. Mme Néron tiendra un huis clos avec les journalistes avant l'adoption du budget. André Gobeil sera le nouveau directeur général du cégep de Chicoutimi. Il a été nommé hier soir par le conseil d'administration de l'établissement scolaire. Celui qui dirige présentement le service de formation continue du cégep de Rivière-du-Loup est détenteur d'un baccalauréat en économie et en droit. Le Chicoutimien d'origine prendra la relève de Denise Blanchette qui a annoncé son départ en juin dernier. M. Gobeil entrera en fonction le 19 février 2018. Dans les circonstances, l'actuelle directrice générale a donc accepté de remettre son départ au 2 mars 2018. L'humoriste Lise Dion sera au cégep de Jonquière pour clôturer le Festi-Rire en février prochain. Plusieurs autres humoristes de renom y seront afin de présenter de multiples spectacles partout à travers le centre-ville de Jonquière. Le tout aura lieu du 19 au 24 février prochain. Andréane Vallée, rappelez-nous, qu'est-ce que c'est le Festi-Rire? Oui, donc c'est vraiment un festival d'humour, tout simplement, qui est originé de 2 étudiants du cégep de Jonquière il y a maintenant 3 ans. C'est Brendan Girard et Émilie Godreau qui ont commencé tout ça. Aujourd'hui, la corporation Centre-Ville de Jonquière est maintenant impliquée dans le projet, ce qui fait que le projet est devenu de plus en plus gros.
Comment la corporation s'implique? C'est tout simplement en exportant, disons, le projet vers l'extérieur du cégep. Donc, tout simplement, ils amènent les soirées dans les bars et les restos-bars de la Saint-Dominique dans le centre-ville de Jonquière. Donc, un bar par soir avec 2 humoristes ainsi qu'un animateur. Évidemment, le principe est tout simple. On doit tout simplement réserver un certain nombre de personnes avec un nom, comme on le ferait pour aller s'asseoir dans une table à un restaurant et bien manger. Puis, évidemment, les places sont limitées, il faut dire, puisque les restos-bars et les bars qui sont ciblés sont assez petits, mais selon les organisateurs de l'événement, c'est une très bonne chose puisque ça rend la chose beaucoup plus intime. Pour ce qui est du spectacle de clôture, Madame Mélissa, la coordonnatrice, Madame Mélissa Bérubé, nous parle du fait qu'elle est très heureuse d'accueillir Madame Lise Dion. Encore plus gros, on a des plus gros noms. Puis Lise Dion, on a la chance qu'elle lance un nouveau spectacle, puis elle a choisi de faire un seul festival, puis ça va être le nôtre. Et puis au départ, le Festi-Rire était plutôt interne au cégep de Jonquière. Oui, exactement, Emmanuel. C'est seulement depuis l'an dernier, depuis que la corporation Centre-Ville est impliquée, que son implication, justement, a fait exporter le projet. On laisse Mme Bérubé vous en parler. De tenir des cabarets au centre-ville, c'était de ramener les étudiants au centre-ville parce qu'il y a quelques années, les étudiants fréquentaient beaucoup le centre-ville. Puis là, on avait vu une baisse. Oui, on avait vu une baisse. Puis vraiment, on a vu dans certains restaurants-bars, des bars, que les gens ils redécouvraient là, vraiment le centre-ville. Et rappelez-nous les dates du festival. Du 19 au 24 février prochain. On rappelle que les billets sont toujours disponibles sur Diffusion Saguenay. Merci beaucoup, Andréane. Ça m'a fait plaisir. Le cégep de Jonquière a annoncé la semaine dernière, via sa page Facebook, la création d'une équipe de sport électronique. Il s'agit de la première équipe collégiale du genre dans la région. Mon collègue Philippe Lheureux s'est entretenu avec l'organisateur Vincent Morin et l'entraîneur Victor Guérin cet après-midi. Alors, bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, qu'est-ce que sont les e-sports ou les sports électroniques? Je peux y aller. Donc, le e-sport, c'est dans le fond des jeux vidéo, dans le fond, où est-ce que des joueurs vont compétitionner en équipe ou individuellement, selon le jeu, bien entendu, contre d'autres gens. Ça va fonctionner comme n'importe quel sport, donc c'est pour ça qu'on appelle ça le e-sport. Quelques problèmes sur le terme en tant que tel, parce qu'il y en a qui ne vont pas dire que c'est un sport, mais bref, c'est comme les échecs si on veut. Donc, il y a une certaine compétition donc, de capacité, donc de technique. Chaque joueur doit se perfectionner puis être de mieux en mieux pour compétitionner justement dans ces domaines-là. Et est-ce que les e-sports sont quand même très populaires sur la planète? Au Québec, c'est pas développé beaucoup, tandis qu'aux États-Unis, dans les pays comme en Corée, des choses comme ça, c'est des places où c'est beaucoup plus développé. Les gens là-bas, c'est des vedettes autant que nous ici, exemple pour le hockey. Là-bas, le e-sport est très développé et c'est rendu des vedettes. Donc ici, c'est encore, tout reste à faire, tandis qu'il y a d'autres places que c'est beaucoup mieux. Mais on aime ça être les précurseurs. Et comment est venue justement l'idée d'implanter une équipe ici au cégep? Écoute, c'est vraiment un addon. C'est 2 personnes qui sont arrivées avec un papier avec l'idée du projet e-sport. C'était déjà, on en avait parlé, mais c'est difficile à faire quand même dans un contexte collégial. Sauf que là, les affaires étudiantes nous ont approchés pour dire, écoute, ce serait-tu possible de développer le projet pour le cégep ici? Puis écoute, de fil en aiguille, oui, écoute, c'est vers ça que ça va. Donc, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à avoir notre équipe. Puis là, on est content. On a 3 équipes pour l'instant pour l'e-sport, puis ça va bien. Et qu'est-ce que ça représente d'être le premier programme collégial en région pour les sports électroniques? Écoute, c'est encore drôle. On est encore, ça fait 7-8 semaines que ça marche, puis on vient de sortir la première publicité. Donc, c'est dur de définir qu'est-ce que ça va donner pour la région. Mais pour l'instant, pour les gens du cégep, on voit qu'il y a un engouement, on voit que les gens sont intéressés, puis que les étudiants sont contents d'avoir ce projet-là. Déjà qu'il y avait un projet au niveau de la polyvalente d'Arvida qui s'était développé pour le e-sport, donc un nouveau programme qui s'est offert pour les étudiants secondaires 3, 4, 5. Et là, ça nous fait une belle suite pour ça. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Je ne pourrais pas dire, mais là, pour l'instant, les étudiants sont contents et apprécient. Oui, puis dans le fond, je pense que ce qu'on espère, c'est vraiment qu'il y a un effet de boule de neige avec les autres cégeps dans la région, qu'on développe des ligues, puis un développement dans ce domaine-là, du e-sport, ce serait vraiment excitant. Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions au départ avec les étudiants? Est-ce qu'il y a eu un choix à faire?
En fait, c'est ça. Donc, au début, on a commencé, le projet est arrivé assez rapidement, on a développé rapidement. Il a fallu pousser pour qu'on soit prêt pour cette session-ci. Donc, comment on a fonctionné, c'est que pour voir vraiment s'il y avait des gens qui étaient intéressés et voir si on avait les capacités d'entretenir un programme comme celui-là, on a commencé par faire un test, je te dirais, avec la session actuelle. Donc, on a vraiment donné les informations sur le programme seulement à quelques individus. Rapidement, on a eu beaucoup de réponses, même un peu trop, vraiment rapidement. Donc, c'est ça. Donc là, on a commencé avec un petit échantillon de personnes. Puis dès la prochaine session, donc, on va ouvrir à tout le cégep pour des sélections. Puis, à date, on a une très bonne réponse des élèves. Puis on parlait de 3 équipes. Quels seront les jeux quels sont les jeux qui ont été choisis, en fait? Actuellement, dans le fond, vu dans le fond les joueurs, les intérêts qu'il y avait, on a 2 équipes de League of Legends puis une équipe d'Overwatch. Et les prochaines compétitions collégiales que vous visez, est-ce que c'est cette année, l'année prochaine? C'est quoi les prochaines compétitions qui s'en viennent pour l'équipe des Gaillards? Pour l'instant, écoute, on est en train de regarder ça. J'allais justement parler à Victor bientôt. C'était une de nos prochaines rencontres de voir quelle compétition on voulait faire. On en a raté une dernièrement, il y en avait une à l'UQAC. On est arrivé trop serré pour participer. Mais là, prochainement, on est en train de regarder. Les équipes sont en train... C'est sûr que là, ils ont appris à se connaître. C'était tout nouveau pour tout le monde. Là, donc, il fallait vraiment monter l'équipe, monter la chimie dans l'équipe. Puis Victor a fait un très bon travail à ce niveau-là. Puis maintenant, ben là, pour la prochaine session, on va regarder qu'est-ce qui s'en vient puis qu'est-ce qui pourrait être fait. Parce que là, je pense que les joueurs ont hâte de participer et d'en faire. Puis il ne s'est pas dit non plus qu'ici au Cégep, il n'y aura pas une compétition que nous, on va monter pour justement montrer notre équipe d'e-sport. Puis côté organisation, qu'est-ce que ça prend comme équipement pour faire un sport électronique? Écoute, ça nous prenait les locaux. C'est ça qui était plus difficile au début. Ça prend les locaux et ça prend les machines. Donc, ça prend les ordinateurs qui sont capables de faire rouler les jeux. C'est sûr qu'un jeu comme League of Legends ne prend pas grand-chose. On dit souvent que ça prendrait un grille-pain et ça pourrait marcher. Là. Mais au niveau d'Overwatch, ça prend une machine qui est un petit peu plus performante. Donc là, ça a été une recherche de matériel au début. C'est ça qui a été plus long. Matériel, avoir l'espace disponible, les locaux pour ça. Donc, c'est ça qui nous a pris le plus de temps pour le développer. Là. Est-ce que vous avez eu du financement de l'école pour justement vous aider? Oui, on a été très chanceux. On a eu financement au niveau de l'association étudiante. Donc, l'ASSO nous a aidés. Les affaires étudiantes nous ont aidés parce que sinon, on n'aurait pas de projet en ce moment. Là, si on n'avait pas eu l'aide de ceux-là, écoute, ça s'est fait, OK, vous voulez faire un e-sport, on y va. Si on n'avait pas eu cette aide-là, on n'aurait pas été capable de réussir à avoir notre projet. Puis, ça a passé à 1 minute, je te dirais, de ne pas réussir à l'avoir. On avait tout essayé, ça ne fonctionnait pas. Puis à la dernière seconde, les fonds se sont débloqués comme par magie. Là, mais voilà, c'est ce qui nous a permis d'avoir l'équipe. Puis en terminant, quelles sont les prochaines étapes côté organisation, côté joueurs, la préparation? Qu'est-ce qui s'en vient? Donc, c'est ça. Donc, pour la prochaine session, c'est vraiment l'ouverture vraiment du programme à tous les étudiants au cégep. Donc, ça, c'est vraiment excitant. On a eu beaucoup de bonnes réponses, justement, côté de la promotion. Par la suite, c'est de voir, justement, les intérêts. Donc, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir d'autres jeux pour les étudiants? C'est sûr, après ça, il faut aussi avoir des coachs pour coacher ces équipes-là. Puis par la suite, les tournois, comme je disais, donc là, on regardait beaucoup les tournois à Montréal puis à Québec, il y en a des vraiment intéressants. Puis après ça, ça va être c'est pas mal ça. Bon, merci beaucoup. Alors, je m'entretenais avec Vincent Morin, qui est organisateur et recruteur pour l'équipe de sport électronique du Cégep de Jonquière, ainsi que Victor Guérin, qui sera entraîneur pour cette équipe. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Et sur la scène sportive, William Tremblay, un joueur des élites de Jonquière de la Ligue Midget 3A, a eu une bonne nouvelle avant le temps des fêtes. Oui, effectivement, Emmanuel, c'est le Félicinois d'origine Charles Tremblay qui évoluait. C'est le Félicinois d'origine Charles Tremblay qui a reçu l'excellente nouvelle à l'approche des fêtes. Celui qui évoluait dans la Ligue Midget 2B l'an dernier a eu la confirmation de l'entraîneur-chef des Saguenay-Chicoutimi, Yannick Jean, qu'il terminera la saison dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Voici sa réaction. C'est sûr que j'ai attiré un peu mon père. C'est comme un rêve qui devient réalité en tant que tel. C'est comme un peu un cadeau de Noël en avance. C'est pas que j'aime pas dire ça. Quand t'es jeune, tu viens voir les Sags à Chicoutimi, je suis un gars de la région. Mais là, savoir que ça va être moi qui va être sur la glace, écoute, c'est un feeling qui est un peu assez indescriptible, je dirais. Et même si son objectif premier est atteint, Charles Tremblay est conscient qu'il y a beaucoup de travail l'attend pour se faire un nom dans la LHJMQ. Ben moi, écoute, je veux vraiment prouver que j'ai ma place dans ce circuit-là. C'est un peu dans la même mentalité que quand je suis arrivé l'année passée, Midget 3. Je veux vraiment prouver que j'ai ma place dans toute l'équipe
de la Ligue junior majeure du Québec. Je veux prouver que je suis calibre de jouer dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis je veux prouver aussi que je suis capable d'apporter quelque chose à une équipe. Là. Les Saguenayens de Chicoutimi connaissent présentement une saison honnête. Ayant perdu de gros piliers tant à l'offensive qu'à la défensive, les Sags montrent un dossier de 14 victoires, 15 défaites et 3 autres en prolongation. L'entraîneur adjoint Claude Bouchard se dit très satisfait de la chimie qui s'est créée dans le vestiaire. Voici un reportage de ma collègue Marie-Michel Coutu. Les départs de Nicolas Roy, Joey Rattel, Frédéric Allard, German Roupstop et Giulio Biglia ont fait mal aux Saguenayens en début de saison. Les Sags ont enregistré seulement 5 victoires à leurs 15 premiers matchs, mais ont su bien se reprendre avec 6 victoires à leurs 10 dernières rencontres. Honnêtement, ça va bien. On est content de la façon que ça va présentement. Je te dirais qu'il y a une belle amélioration. Ça a été difficile en commençant, c'est un peu normal. On a beaucoup de joueurs qui sont nouveaux. L'attaquant Kevin Climat n'est pas étranger au récent succès des siens. Le vétéran de 20 ans se retrouve présentement au 7e rang des pointeurs de la LHJMQ avec une récolte de 38 points en 32 parties. Des statistiques qui réjouissent l'entraîneur adjoint. Il mène beaucoup au niveau de son offensive. Comme je te dis, oui, c'est un gars qui joue bien défensivement, mais il reste que normalement, c'est un gars qui est supposé nous amener de l'offensive il y a 20 ans. De son côté, l'ancien déforeur Olivier Galipeau est une vraie pierre angulaire de la brigade défensive saguenayenne. En plus d'être très efficace défensivement, il pointe au premier rang des défenseurs de la Ligue avec 12 buts et 24 passes en 32 matchs. Un exemple à suivre, selon Claude Bouchard. Au-delà du bon joueur de hockey qui est sur la glace, je pense qu'il y a un gros impact dans la chambre, il y a un gros impact hors glace. Il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de jeunes dans notre équipe. Alors quand pour ces jeunes-là, je pense de voir aller un gars comme Galipeau là, qui travaille fort hors glace, qui travaille fort sur glace. En plus de connaître une saison remarquable, Galipeau a aussi hérité du rôle de capitaine laissé vacant par Nicolas Roy. Un honneur tout à fait mérité, selon Bouchard, et très gratifiant pour le principal intéressé. Le capitaine à la base, c'est vraiment un honneur, puis les Saguenayens encore plus, c'est vraiment une organisation de première classe. Les Saguenayens occupent présentement le 12e rang du classement général de la LHJMQ. Avec beaucoup de hockey devant eux, ils sont confiants qu'ils pourront prendre part aux séries éliminatoires au printemps prochain. Marie-Michel Coutu, ATM Nouvelles, Saguenay. Merci beaucoup, William. Ça m'a fait plaisir. À la météo, William Larouche, la région connaît sa première vraie tempête de la saison depuis ce midi. Effectivement, Emmanuel, on a un avertissement de tempête hivernale qui est en vigueur depuis ce matin. On s'attend à recevoir entre 20 à 40 cm de neige sur l'ensemble du Québec, de la poudrerie, mais également des vents violents partout sur le Québec. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on prévoit recevoir entre 15 et 20 cm de neige. La neige qui va tomber rapidement va rendre plus difficile les déplacements ce soir, donc on vous conseille de rester à la maison. À Roberval, actuellement, il fait moins 14 avec un ressenti de moins 23. On est au-dessus des moyennes saisonnières. Ce soir et cette nuit, la neige va toujours continuer à tomber. On parle d'une accumulation de 15 cm, des vents du nord-est de 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mercredi, la neige et la poudrerie sont toujours au rendez-vous. Une accumulation de 5 cm pour atteindre le 20 cm en début de journée, un maximum de moins 18. Pour le Saguenay, actuellement, il fait moins 11 avec un ressenti de moins 21. Demain, même scénario pour ce soir et cette nuit. Et pour demain, on annonce un maximum de moins 15. Le beau temps sera de retour jeudi en matinée. C'est ce qui conclut notre web journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Au revoir.